Donc, bonsoir à tous et on vous remercie pour nous joindre pour ce webinaire sur ce webinaire sur l'IVUS qui est présenté par les professeurs Martine Gillard et Romain Didier du CHU de Brest avec la coopération de l'équipe de Assist. Donc, je vais laisser la parole au professeur Didier pour introduire le webinaire et commencer. Et si vous aurez des questions, on peut toujours les faire passer en live, soit sur le chat. Donc, je vous remercie encore une fois, professeur Gillard et professeur Didier, pour être avec nous. Et on peut commencer maintenant. Merci beaucoup, Jeff. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est de partager ensemble quelques cas cliniques, mais également de revoir des points importants de l'échographie, comment ça fonctionne. Donc, vraiment, c'est fait pour vous. N'hésitez pas. Vous pouvez utiliser, comme Jeff l'a dit, soit d'utiliser le chat si vous ne voulez pas prendre la parole, mais vous pouvez également être tout à fait libre de nous poser des questions. Et avec Martine, on essaiera d'y répondre durant l'intervention. Donc, tout de suite, je vais vous donner les objectifs de la session. Aujourd'hui, on a vraiment focalisé la session sur quelques objectifs clés. En fait, ce qu'on voulait vous transmettre, c'est vraiment reconnaître les situations lorsqu'on fait une coronographie qui nécessitent un complément d'investigation par échographie endocoronaire, savoir quand l'utiliser. Ensuite, le deuxième point qu'on voulait discuter, c'est lorsqu'on a une dissection, la question c'est comment l'échographie endocoronaire peut nous aider à traiter ces patients et à diagnostiquer de façon plus simple les dissections. Et enfin, comment utiliser l'échographie endocoronaire pour guider une angioplastie complexe. On n'a pas toujours, on le sait dans nos cath labs, toujours besoin de l'échographie endocoronaire, mais parfois, ça peut être utile. Et vraiment, on va se concentrer sur quelque chose de très pratico-pratique avec des cas cliniques. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais demander à Martine si elle peut éventuellement nous simplifier un petit peu la présentation de l'IVUS, comment ça marche, quelles images on obtient et comment interpréter les principales lignes que l'on va voir par cette échographie. Alors, j'enlève le partage d'écran et je donne l'écran à Martine. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous et de pouvoir échanger. Alors surtout, le but, c'est, comme le dit très justement Romain, c'est d'échanger. Donc n'hésitez pas et posez les questions. Alors je suis arrivée, voilà. Il n'y a pas beaucoup de slides, donc ça ira vite. Et le but, c'est d'être très, très pratique. Alors, on est d'accord que pour interpréter une image d'écho, alors je pense que ça va être des redites pour ceux qui possèdent bien la technique, mais c'est toujours, à mon avis, très bon de tous se mettre au même niveau. Donc, ça dépend bien sûr du tissu qu'on est en train de visualiser, d'insonifier, et puis ça dépend aussi et surtout des propriétés de l'échographe, c'est-à-dire de la façon dont il va acquérir son image, c'est les caractéristiques du traducteur, du système qui émet la radiofréquence et qui la reçoit, et puis le système qui va ensuite traiter l'image, qui est aussi important que la sonde elle-même, puisque le traitement d'image va nous permettre d'avoir une meilleure, d'essayer d'améliorer la résolution d'image. Alors, on sait, vous le savez, on a deux types de résolution. Alors, c'est des b.a.-ba, mais je pense que c'est important de se rappeler la résolution axiale de l'IVUS. La résolution axiale de l'IVUS, vous voyez, avec 30 MHz, c'est-à-dire les sondes électroniques, par exemple de Boston, eh bien, on a une résolution qui est assez faible, qui est de 100 microns, alors que pour les systèmes mécaniques, comme celui d'Assist, eh bien, on a une bonne résolution aux alentours de 60 microns. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une plaque instable, on pourra avoir une cape de plaque vulnérable. La résolution latérale, par contre, n'est pas bonne, mais ça, c'est le cas de toutes ces techniques. Et vous voyez qu'on est à 30 MHz, on a une résolution de la coronarographie à peu près 60 MHz. C'est quand même un peu mieux, mais ça reste insuffisant. Alors, il est important au début de faire notre IVUS, c'est de régler l'appareil. Et il faut éviter d'avoir une trop belle image, trop de contraste, parce que quand vous avez trop de contraste, eh bien, vous perdez de l'information.
quand on voit sur cette image, vous voyez, c'est très beau, mais on ne sait pas trop ce qui se passe là, alors qu'une image beaucoup plus lisse permet d'avoir plus d'informations, notamment sur des zones qui insonifient peu, telles que les éléments figurés du sang. Et pour voir un thrombus, il vaut mieux avoir une échelle assez grande plutôt quelque chose de trop contrasté. Alors, on a deux types, je l'ai dit en préambule, on a deux types de systèmes, soit un système mécanique. Donc, le système mécanique, c'est une rotation, et la rotation est importante parce que vous verrez qu'elle elle peut générer des artefacts. Donc, vous voyez, ça tourne entre 1800 et 3600 tours. On a un miroir, c'est-à-dire le système qui va envoyer et recevoir l'information, l'ultrason, eh bien, était incliné de 45 degrés. Et avec les derniers appareils, ils sont compatibles 5F, mais je pense que ce n'est pas le problème. À mon avis, il faut rester en 6F la majorité du temps. Et puis, on a le système électronique. Alors, lui, il n'y a pas du tout de rotation, donc ces artefacts de rotation n'existeront pas. Il y a 64 éléments qui vont émettre et recevoir l'ultrason. Donc, la résolution est plus… Enfin, on n'a que du 30 MHz, alors que pour l'autre, c'était plus élevé. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, la résolution sera plus faible. Alors, qu'est-ce que fait l'écho? Eh bien, l'écho, vous vous souvenez, c'est la radio, c'est l'ultrason qui va contre une paroi et puis qui revient en fonction de la réflectivité de la paroi. Et donc, ça va expliquer ce qu'on voit au niveau d'une coronaire. L'intima, qui n'est pas malade, quand il est normal, n'émet aucun écho. Ça ne constitue pas une barrière, donc il n'y aura pas de réflexion de l'ultrason et ça restera sans écho. Par contre, la limitante élastique interne, qui n'existe que quand il n'y a pas d'athérome, donc elle est entre la média et l'intima, eh bien, cette limitante élastique interne, elle est très riche en collagène et elle va générer de l'écho. Ensuite, on a la média qui ne génère aucun écho, pas de collagène, pas d'éléments qui vont refléter le système. Par contre, la limitante élastique externe et l'adventice vont générer de l'écho. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces images, comme on appelle, en 3 couches, c'est-à-dire ici, la première couche sur cette artère qui est indemne d'athérome, c'est la limitante élastique interne. Ensuite, le noir, c'est la média. Et le blanc qu'on voit là, c'est la somme limitante élastique externe, adventice. Alors, maintenant, quand vous avez de l'athérome, donc là, c'est une coronaire avec de l'athérome, et bien là, vous avez apparition d'éléments qui vont refléter l'ultrason, donc soit du calcaire avec une réflexion très importante, la cellule ou la fibreuse, on verra tout à l'heure. Et là, il y a une disparition de la limitante élastique interne, c'est normal. Ensuite, ici, vous voyez, on a la média, et puis ici, on a l'adventice. Et quand vous regardez la même artère, mais en coupe histologique, vous voyez l'intima qui est ici, avec tout son athérome, et ici la média. Et la média, elle est un peu plus importante qu'il n'y paraît sur l'écho. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, c'est la délimitation des deux fronts d'onde qui vont constituer l'épaisseur de cette structure. Et donc, c'est pour ça que souvent, la média fait toute petite, alors qu'elle est, dans la nature, elle est plus importante. Alors, la résolution est importante aussi, puisque vous voyez, quand vous avez du 30 MHz, donc là, le système électronique, eh bien, vous avez la résolution dans une image comme celle-là, c'est ce qu'on appelle le SPIC, c'est-à-dire c'est le grain de riz qui construit l'image, hein, c'est de l'image. Eh bien, vous voyez qu'il est assez grossier. Et plus on augmente les mégahertz, c'est-à-dire qu'on va de 40 à 60, plus la résolution s'améliore et donc plus le grain de riz est tout petit. Et du coup, on va obtenir ainsi une image beaucoup plus lisible avec des détails beaucoup plus importants puisque la résolution sera bien meilleure. Donc, on a toujours bien l'impression qu'il est plus important d'avoir des tout petits grains de riz et donc d'avoir une image beaucoup plus nette, beaucoup plus fine qu'avec une faible résolution. Alors maintenant, les artefacts. Eh bien, donc vous avez un traducteur qui est toujours, bien sûr, vide d'écho, hein, c'est cette image-là qu'on voit ici dans les deux éléments. Et quand il va être proche, vous voyez, quand on dit qu'il est décentré, c'est-à-dire qu'il va être collé contre la paroi, eh bien, c'est de la géométrie, hein, c'est de la physique. On va avoir une image qui va être attirée par le traducteur. Et donc, on va avoir cette image-là d'attraction.
Et donc, ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire que l'artère, elle est pas ronde, pas du tout, c'est parce que le traducteur est proche de la paroi et qu'il génère une fausse image. C'est une image qui est liée à la méthode de reconstruction de l'image. Et là, là, c'est quand maintenant, quand la sonde est décentrée par rapport à l'axe du vaisseau, eh bien, la reconstruction des parois du vaisseau vont se faire comme si c'était des lamelles. Bien sûr, ça n'existe pas. Le vaisseau, il est normal, il n'est pas en lamelles. Mais c'est la façon pareille d'insonifier. Le système tourne, il insonifie la paroi et on a cette image un petit peu en lamelle. Alors, ça va être important, pas tellement pour la paroi, mais bien sûr pour les steintes. Alors, vous voyez, donc là, le traducteur est pratiquement bien centré. Les strodes du steinte ont l'air tout à peu près identiques. Par contre, là, on voit que le traducteur se rapproche d'une paroi. On voit que les strodes de ce steinte à ce niveau-là sont fines et que là, les strodes sont grosses. Mais le steinte, il est pareil. Les strodes, elles sont toutes pareilles. Mais c'est la méthode de reconstruction de l'image qui fait qu'on a l'impression que ces strodes-là, d'abord, elles sont attirées elles sont bizarres, elles ne sont pas droites et elles sont plus importantes. Eh bien, c'est expliqué par la façon dont cela insonifie, donc le système tourne et à chaque fois qu'il a une structure qui va le réfléchir, on va avoir cette structure, eh bien, elle va se reconstruire comme si elle était déviée, comme si elle était en regard du traducteur. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir des images qui peuvent être assez catastrophiques. On se dit, regardez-moi ce steinte, là, cette énorme maille, le steinte est complètement détruit. Et c'est complètement faux, ça n'existe pas. Si vous faisiez, par exemple, ici, vous faisiez de l'angioscopie, comme on faisait à un moment, mais vous verrez que ce steinte, il est parfaitement imposé. Mais c'est la façon dont le traducteur est collé contre la paroi. Quand il y a des structures aussi réflectantes, eh bien, on va avoir des aspects comme ça. Vous voyez, ici, les strodes sont normales. Ici, on a l'impression, on se demande un peu ce qui se passe. C'est lié au fait que le traducteur est ici et qu'il donc entraîne un artefact de reconstruction d'image. Après, on a les artefacts de réverbération que l'on connaît plus en écho-transto. Vous vous souvenez, quand vous avez une structure un peu calcaire, vous avez ici une répétition d'écho. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 steintes ou 3 éléments calcaires à ce niveau-là, c'est parce que ces structures-là, de par la technique de reconstruction, on va vous donner ces images. Et donc, si vous avez le doute, il suffit bien sûr de faire des mesures d'espace et vous voyez qu'ils sont strictement identiques. Et donc, la même chose dans ce cas où vous avez une structure qui va être répétée. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs fois la structure, c'est parce que c'est un artefact de réverbération de l'écho. Alors là, la réponse impulsionnelle latérale, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc c'est ce qui fait que ou le steinte ou la paroi calcifiée pourra avoir cet aspect dentelé, mais qui n'existe bien sûr, qui n'existe pas. Et enfin, après, on va avoir les fameux cônes d'ombre. Lorsque l'on a, par exemple, une structure très, très écogène, donc un steinte ou du calcaire, eh bien, vous avez un cône d'ombre, c'est-à-dire que l'ultrason ne franchit pas cette région et donc ne donne aucune information derrière. Et du coup, quand vous avez un arc calcaire qui est important, vous ne pouvez pas définir ce qu'il y a derrière. Et donc, ça peut être une des limites lorsque vous faites de l'ultrason dans une artère très calcifiée. Et enfin, on a donc la même façon qu'on a vu tout à l'heure, on peut avoir des échos répétitifs. Là aussi, il n'y a pas plusieurs calcaires, c'est la répétition, c'est des images de réverbération. Et puis en plus, dans la mécanique, qu'on n'a pas dans l'électronique, dans la mécanique, on a des défauts de rotation. Je vous ai dit que c'était donc le système tourné entre 1800 et 3600 tours minute. Eh bien, seconde, pardon. Eh bien, vous voyez qu'il est en train de tourner et à un moment, si la sonde est ou bien trop serrée dans la valve, ou bien elle insonifie une artère qui est très pleine de courbes, qui est très sinueuse, eh bien, si l'écho ne peut pas bien avoir sa rotation, eh bien, vous aurez cet aspect-là, ce qui fait que toute cette zone-là, bien sûr, n'est absolument pas analysable. Et on ne peut analyser que cette zone-là. Donc, c'est un artefact important qu'il faut connaître et qui peuvent nous empêcher de bien l'utiliser. Alors maintenant, pour la caractérisation, alors attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire que c'est une imagerie qui n'est pas de l'histologie. On a par pourcentage, on sait que quand vous avez des cellules, le composant cellulaire, eh bien, vous aurez
la cellule entraîne très peu d'écho, donc vous allez avoir un écho qui va être, l'adventice étant l'élément de base. Vous voyez ici, l'écho généré par cet athérome est inférieur à l'écho généré par l'adventice, donc c'est plutôt une composante cellulaire, ça peut être du thrombus, ça peut être tous ces éléments-là. Ici, par exemple, vous avez une cave fibreuse, vous avez une zone très claire avec peu d'écho, puis une zone normale. Alors ça, vous pouvez dire que c'est soit du lipide, soit du thrombus, soit du sang plutôt, mais vous ne pouvez pas dire plus. Vous n'êtes pas sûr que c'est du sang, vous n'êtes pas sûr que c'est un cœur lipidique. Mais voilà, vous savez qu'il y a une zone riche en cellules, mais c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas affirmer à 100% que c'est un hématome dans la paroi, dans l'intima plutôt, ou vous ne pouvez pas non plus dire que c'est un cœur lipidique. Vous pouvez dire que c'est plutôt un cœur lipidique, mais vous n'en savez rien, ce n'est pas de l'histologie. Après, quand vous avez des composants fibreux, vous avez une densité d'écho qui est identique à l'adventice. Vous voyez, ça donne des zones un peu blanches. Et lorsque la fibrose est très vieille, lorsqu'elle est vieillie, elle va aussi donner un cône d'ombre, exactement comme le calcaire. Et c'est elle notre ennemi dans la coronaire, c'est-à-dire que le calcaire va générer une image en scopie, alors que la fibrose ne va générer aucune image en scopie, mais elle aura la même répercussion sur nos steintes et sur le risque de non-déploiement. Donc la fibrose, c'est quelque chose qui ne sera pas vu en scopie, qui sera vu uniquement en écho, et il est important de la voir, surtout lorsqu'elle est vieille. Et puis ensuite, donc là, on voit que le composant fibreux, généralement, il est superficiel, alors que quand ici, vous avez du calcaire, vous voyez que le calcaire est plus profond, il est très proche de la média. Quand c'est superficiel, c'est plutôt de la fibrose. Quand c'est profond, c'est plutôt du calcaire, lorsqu'on a ces images qui sont échogènes. Et puis, on va définir, bien sûr, le degré de calcification qui va nous conduire et nous aider dans nos angioplasties. Et puis, la majorité du temps, on a des plaques mixtes, donc c'est plus embêtant. Alors, le thrombus, vous voyez, c'est très important de bien régler l'échelle, parce que ce thrombus-là, si vous avez une image trop contrastée, vous ne le verrez pas. Et donc, vous avez ici deux types de thrombus, ici un plus frais et un plus ancien, mais là, l'écho est largement inférieur comme valeur à l'OCT, qui, elle, nous aidera beaucoup plus dans cette détermination. Alors, on a l'hématome sous-pariétal, donc vous voyez ici, vous avez la média, toujours noir de noir, hein, comme ici, vous avez l'adventice, et puis ici, vous avez cette zone-là que l'on voit ici. Alors, soit on la voit bien parce qu'elle est riche en globules rouges, en plaquettes, soit on n'a plus que le liquide et le reste est déposé. Donc, c'est un peu comme c'est les mêmes images qu'on voit dans les dissections aortiques, mais parce qu'elles sont bien sûr à plus grande échelle. Puis là, vous avez les ruptures de plaques qui peut être soit dans le coin de la plaque, soit au milieu de la plaque. Donc là, il n'y a plus, bien sûr, il n'y a plus rien, il n'y a plus de corps lipidique. Et lorsque vous injectez un peu, vous voyez, ça remplit et puis vous caractérisez bien votre système. Alors, quand on fait de l'écho, c'est la même chose qu'une angioplastie, on est invasif, donc il faut faire aspirine, héparine et dérivés nitrés pour éviter les spasmes. Bon, mais ça, vous le savez tous, hein, c'est la même chose. Alors, on conseille toujours de se mettre en distal et puis de faire une acquisition en retrait. Donc, on aura les images que va vous montrer Romain sont toujours du distal vers le proximal. On règle l'appareil avant tout et puis ensuite, on démarre le retrait. Le mieux, c'est d'avoir un pullback automatique parce que comme ça vous donne une longueur, ça vous permet de mesurer la longueur. Et vous pouvez de temps en temps injecter au cours de votre pullback si vous avez un doute, parce que ça va vous permettre, par exemple, de rentrer dans une plaque rompue, etc. Mais l'élément fondamental, c'est qu'une fois que vous avez fait votre acquisition, vous retirez votre sonde d'écho du catéguide, de l'artère et du catéguide pour éviter la thrombose. Parce que le cathéter d'écho c'est pas neutre. Et donc, il faut ensuite, vous prenez votre temps pour analyser votre image. Et si vous avez le moindre doute, hop, vous remontez votre système d'écho. Alors, on peut avoir des zones on se dit, par exemple, si vous voulez faire plusieurs échos, par exemple, vous faites une écho, puis vous mettez un stent, puis vous voulez refaire une écho ou une écho plus tard, peu importe, selon le but de votre écho, eh bien, vous pouvez avoir des repères. Alors, les repères en écho, on n'a aucune notion de si c'est de la diagonale ou une septale, on ne sait pas du tout. Par contre, on le sait si on a un repère. Donc ici, on a le péricarde.
Et donc, on sait que du coup, comme le péricarde est ici, on sait que ce qui est perpendiculaire, c'est une septale, et ce qui est parallèle, c'est une diagonale. Mais si vous n'avez pas le péricarde dans votre image, bien sûr, vous ne savez pas si c'est une septale ou une diagonale. La seule façon de le savoir, c'est d'avoir l'angios en même temps. Et donc là, on voit deux diagonales avec le péricarde. Quand sur une coronaire droite, vous avez la grande veine, donc vous savez à peu près, mais pareil, vous aurez bon, sur la droite, c'est moins grave parce que le type d'artère est beaucoup plus facile à définir. Et puis après les mesures, alors vous faites la mesure totale de votre vaisseau, et puis vous faites ensuite la mesure de la plaque, vous mesurez les petits axes et le grand axe pour voir un petit peu et puis vous faites vos calculs, hein, c'est des pourcentages. Alors, l'énorme avantage de l'écho, et on va le voir tout de suite, c'est qu'on a une pénétration d'image qui est beaucoup plus importante, notamment que l'OCT. Et donc, ce remodelage positif qu'on observe lorsque l'athérome apparaît, eh bien, on ne le voit qu'en écho. On a énormément du mal à le voir en OCT. Et c'est un des éléments qui peut nous guider sur l'importance de la plaque et sur la réaction de l'artère. Donc, et on verra dans les exemples de Romain l'importance d'avoir une pénétration profonde dans certains cas d'utilisation de ces imageries endocoronaires. Bon, le stent, je ne peux pas vous apprendre, il faut faire des mesures aux deux extrémités, il faut faire des mesures des zones de référence, il faut faire des mesures à l'intérieur du stent. Et puis, quand vous mesurez un stent, il faut passer au milieu des struts, parce que si vous contourez les struts, ou si vous passez juste en superficie, vous n'aurez pas du tout les mêmes données. Donc, il faut être la même chose, et donc passer au milieu des struts plutôt que de les contourer ou d'être superficiel. Alors maintenant, si on compare juste sur deux slides les deux techniques, hein, l'OCT a bien sûr une résolution qui est imbattable, c'est incroyable. Le problème de l'OCT, c'est que eh bien, les globules rouges vont gêner l'analyse, donc on est obligé de les enlever, de les éliminer. Donc on les élimine bien sûr en injectant un produit, donc soit le contraste, soit de l'eau. Et on a une résolution, bien sûr, qui est extraordinaire, puisque quand vous voyez nos trois couches, là, parce qu'on était incapable de voir l'intima normal et de voir la média, bien sûr qu'en OCT, on n'a plus de trois couches. On voit bien les trois structures de l'artère, ça, c'est indéniable, avec une résolution qui passe de 60 à 10 ou 15 microns. Et là, les plaques vulnérables, les capes fibreuses graves et tout ça, on les voit. On ne voit pas très bien à l'écho. Mais le souci, c'est la pénétration. C'est un vrai problème, entre guillemets, c'est-à-dire que ça explique bien que les deux techniques sont complémentaires et tout dépend de ce que l'on veut demander à l'échographie, enfin à l'imagerie endocoronaire quand on l'utilise. Et donc, vous regardez ces deux images, c'est la même artère, l'un fait à l'ivus, l'autre au niveau de l'OCT. Donc, je vais les arrêter. On va arrêter par exemple celle-ci là, et puis on va arrêter celle-là. Et donc, vous voyez, donc là, on voit très bien le stent, on voit beaucoup mieux les struts. Là, les struts, c'est un peu la cata. Mais par contre, on voit rien là, on ne sait pas du tout. On a une zone qui est difficile à analyser, alors que là, on voit très bien la paroi on voit très bien la paroi du vaisseau. Là, on a la média, là, on a l'adventice, et donc on sait quelle est la taille du vaisseau, alors qu'en OCT, c'est beaucoup plus embêtant. Parce qu'on ne voit pas, on voit la partie superficielle, mais ça a bien sûr des limites. Voilà un peu ce que je voulais vous donner comme notion un petit peu de base. Je pense que c'est vraiment des redites pour vous, mais n'hésitez pas à poser des questions là déjà sur la première partie, et puis ensuite on lancera les cas cliniques. Est-ce que vous avez des questions particulières ou... Bon, peut-être que tout était connu pour vous. Ouais, du coup, c'est vrai que là, ça éclaircit bien un peu, Martine. C'est toujours bon de rappeler quand même ces différentes couches, parce que c'est vrai qu'on se lance souvent dans l'échographie, puis on oublie un petit peu les différentes structures qu'on peut rencontrer à l'écho. Et là, je pense que ça nous a bien illustré. Et ça montre encore que l'échographie a un rôle par rapport à l'OCT. C'est des choses différentes et complémentaires. Là, ça illustre bien. Ce n'est pas vraiment une concurrence entre les deux, mais ça dépend quelle réponse on veut apporter pour chaque examen. Donc, je pense qu'on passe au cas clinique, Martine, si tu es d'accord. Avec plaisir, oui, tout à fait. Pour appliquer ce qu'on vient de discuter,
Donc, hop. Simplement, je vais partager avec vous un cas qui s'est présenté, on va dire, une patiente de 62 ans qui est venue en fait en fin de journée tard, à 23 heures, pour un infarctus du myocarde. Alors simplement, quand on reprend ses antécédents, on voit que c'est une patiente qui a 62 ans, qui est traitée pour un reflux. C'est une patiente qui est fumeuse et avec une forte hérédité coronaire, puisque sa mère avait déjà fait un infarctus du myocarde à l'âge de 60 ans environ. Donc déjà, ça, c'est des éléments intéressants. C'est quand même quelqu'un qui a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui est une femme qui se présente pour un infarctus inférolatéral, comme on a habituellement tous sur nos astreintes. Le schéma a été prévu qu'elle vienne directement en salle de cathétérisme devant ce tableau. Donc, je partage avec vous la coronographie. On voit cette coronaire droite pour laquelle, comme vous voyez, je n'insiste pas trop parce qu'elle est de calibre relativement petit. À noter que lorsque j'ai monté sur la radiale, la patiente spasmée, avait déjà un fort spasme, ce qui m'étonnait peu dans le cadre du contexte de cette femme fumeuse. Et sur la coronaire droite, je n'ai pas vu de lésion significative, mis à part qu'il y avait probablement un spasme induit également. On voit sur le réseau gauche, ici très nettement, qu'il y a cette artère, ici, cette marginale, qui présente une lésion au niveau de l'ostium sur sa partie proximale. Je ne vois pas de lésion significative au niveau de la circonflexe initiale. Ce que je note également, c'est que je vois une lésion sur l'IVA en haut, là, l'IVA proximale, qui m'a l'air d'être une lésion athéromateuse. Et vu les facteurs de risque de la patiente, l'histoire et la présentation, on part plutôt sur quelque chose de thrombotique, à savoir que là, actuellement, la patiente a toujours mal à la poitrine avec un sus-décalage du segment ST. Alors, peut-être on peut déjà poser quelques questions. Est-ce que vous auriez, quelle était votre stratégie à ce niveau-là? Est-ce que vous traiteriez cette lésion ou vous resterez plutôt par un ballon, plutôt par une thromboaspiration ou autre chose dans cette situation? Alors, je ne sais pas, Martine, toi, est-ce que tu aurais, par Alors, exemple, moi, j'aurais donc vu cette femme de 62 ans qui est jeune quand même, qui a des signes électriques d'infarctus inférolatéral, une sténose en même longue sur une marginale qui n'est pas anodine. Moi, j'aurais essayé d'aspirer, de voir ensuite comment était l'ostium et puis de stenter. Voilà un peu ce que j'aurais fait. Alors, tout à fait, Martine, c'est ce qu'on avait préconisé. Donc, j'ai passé un guide, j'ai aspiré. Alors, malheureusement, je n'ai pas enregistré l'aspiration, mais après, tout de suite après l'aspiration, voici le résultat que j'obtiens. Donc, c'est un résultat, on va dire, tout à fait mitigé. Je vois que la thromboaspiration n'a pas vraiment libéré le vaisseau marginal. Par contre, je note une forte dégradation de l'image au niveau du segment 2 de la circonflexe. Avec quasiment subocclusion de cette image. Et donc, pour moi, à ce stade-là, il n'est pas vraiment clair. Est-ce que c'est un thrombus qui s'est redégradé ou est-ce que c'est autre chose? Donc, comme ce n'est pas clair, là, c'est vraiment l'angiographie qui me pose pas la réponse à ce que je vois. Donc, j'investigue avec de l'imagerie endocoronaire. Donc, simplement. Alors, juste, il est 23 heures. Et donc, toi, à 23 heures, tu te dis, je ne sais pas où s'arrête la lésion. En fait, je vois l'aspiration a peut-être entraîné un spasme. Alors, est-ce que tu mets du Risordan? Est-ce que tu Tout à fait, dilates c'est une excellente remarque, Martine. Alors, cette patiente qui était très spastique avec la coronaire droite, bien sûr, j'ai commencé par du Risordan après cette lésion et ça n'a pas eu du tout d'amélioration. J'ai vu simplement au niveau de l'IVA une petite augmentation de calibre de l'IVA et de la circonflexe. Je peux revenir peut-être sur cette image. Est-ce que je arriverai peut-être la faire redémarrer? peut-être reviens à la slide d'avant et puis ça va redémarrer. Ouais, je vais essayer Voilà. d'enlever ça. Il faudrait que j'enlève le pointeur. Non, il faut que j'enlève ça. Je sais pas comment on fait. Bon, je reviens en arrière. Je vais revenir là.
peut-être sur la diapositive d'avant, voilà. Je reviens ici, voilà. Donc, on voit que la circonflexe a grossi, mais je n'ai pas eu d'effet sur l'ouverture de cette circonflexe. Ça, c'est tout à fait un bon commentaire. On voit en effet que l'IVA a grossi également. On voit que la CX a grossi, mais malgré tout, au niveau de l'aspiration, c'est pire que tout, quoi. Ça n'a pas été, efficace à ce niveau-là. Alors, donc, je vais passer à celle-là. Donc, effectivement, au niveau du cathéter Davus, donc tu l'avais mentionné, Martine, il faut bien repérer au niveau ici, on a 2 points radio-opaques, à savoir que l'acquisition se fait sur le 2e point radio-opaque. Donc, à ce moment-là, il faut le placer en conséquence de ce qu'on veut analyser. Là, j'avais une lésion, souvenez-vous, qui allait à peu près jusqu'ici visuellement sur l'angiographie. Donc, je me positionne après pour analyser le vaisseau après cette lésion. Et puis, on va faire automatiquement un pullback. Et comme tu l'as spécifié, il faut bien sûr, une fois analysé, notamment dans ce contexte où il y a peut-être du thrombus, où c'est une patiente instable, tout de suite retirer le cathéter, le purger et ensuite aller sur la console, analyser tranquillement notre image. Il ne faut pas rester avec le cathéter en place à ce niveau-là. Donc, hop, je vais passer la diapositive d'après. Alors, des fois, c'est… Voilà. Donc, au niveau de l'échographie, je vous ai mis l'image fixe. On voit ici que je suis dans le réseau distal. Donc, on voit que l'artère actuellement a l'air saine jusque-là. Et on arrive sur la lésion et on voit cet endroit-là, l'adventice, comme tu nous l'as décrit, à cet endroit-là. Et puis, à l'intérieur, on voit la média ici qui est décollée avec une partie ici qui est, on va dire, échogène tout de même, qui n'a pas l'air vraiment de communiquer avec la structure interne. Donc, on voit bien la média, l'adventice autour. Et là, pour l'instant, on arrive sur le segment 2 de la circonflexe, puisqu'on voit le 2e guide que j'avais mis dans la circonflexe arriver. Et on voit également qu'on retrouve cette structure liquidienne, enfin d'allure liquidienne, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, iso-échogène, avec l'adventice, la média. Et donc, là, tout de suite, je conclus plutôt à un hématome pariétal qui remonte sur le segment 2 ici de la circonflexe et qui remonte quasiment jusqu'en haut, puisque tout le long de mon pullback, je vois cet hématome. Voilà, alors l'artère ici est moins comprimée, mais tout de même, elle est présente jusqu'en haut de l'artère. Et on voit ensuite presque jusqu'au tronc commun, vous voyez, toujours cet hématome présent ici, à cet endroit. Je vous ai fait un petit arrêté sur image pour simplement comprendre les différents éléments, les différentes structures que nous avons rencontrées. Donc ici, au niveau de l'artère qui paraissait normale en angiographie, on voit qu'on retrouve bien sûr nos 3 couches avec l'adventice, pas de décollement. Au niveau de la structure où il y avait la lésion initiale, on met en évidence clairement l'adventice à cet endroit, la média à l'intérieur et ici, ce qui pour moi, je l'interprète comme un hématome pariétal qui remonte effectivement sur la CX2 avec toujours cet adventice ici et la média à cet endroit avec toujours cet hématome pariétal très important. De même sur la circonflexe initiale, l'adventice et la média. Donc devant cette lésion en fait qui est compressive, ma stratégie, comme je vous l'ai montré, est de décomprimer cet hématome pariétal, puisqu'on a une forte compression, on a une patiente qui a toujours mal et qui a toujours le sus-décalage du segment ST. Je ne veux pas mettre de stent puisque l'hématome remonte pour moi jusqu'à l'ostium de la circonflexe, donc ce qui mettrait un très long stent et en plus risquerait de compromettre peut-être éventuellement l'aorte ou l'IVA, sans avoir forcément un résultat satisfaisant en bas. Donc, mon idée, c'est initialement de ne vraiment pas mettre de stent ou d'essayer de ne pas en mettre en essayant déjà de décomprimer cette artère. Donc, je réalise un cutting balloon de 2,58 à l'endroit qui me paraît le plus comprimé, c'est-à-dire à l'ostium, quasiment un petit peu en dessous de l'ostium. Hein, pour être exact, j'avais pris un peu en dessous de l'ostium de la marginale pour décomprimer. Alors, ce qui est un élément important, c'est que j'ai eu du mal, on va dire,
à décomprimer, parce que j'ai refait plusieurs runs d'IVUS que je ne vous ai pas montré, je vous montrerai le final à chaque fois, et j'avais du mal en fait à couper cette média, en fait, à l'ouvrir. Donc normalement avec un cutting balloon, on monte pas trop en pression, avec 4 barres souvent dans les dissections, ça suffit. Ici, il a fallu que je monte à 8 barres pour un ballon qui fait 2,5 pour une artère qui n'est pas non plus énorme, ce qui montre que probablement, on le verra après, cette artère n'est pas saine au niveau avec des plaques d'athérome dedans, ce qui empêche le cutting balloon d'être efficace de suite. Donc, je vous montre le contrôle angiographique après cutting balloon. Hop, il ne marche pas. Non, il ne se met pas en route. Hop, il ne se met pas en route ici. Bon, simplement, j'ai l'image arrêtée, donc je vais vous la montrer. Donc, vous voyez ici, vous avez l'ACX2 qui a réapparu au niveau du segment 2 de l'ACX, qui est réapparu. J'ai ma marginale qui est de nouveau réapparue. J'ai toujours cette lésion ici présente. Et alors là, vous allez plutôt me croire sur parole, mais on a une petite suffusion de contraste ici, correspond probablement à une ouverture donc, du coup, de la média vers l'hématome et avec une petite suffusion, comme une image de dissection en fait, en angiographie à cet endroit. L'échographie correspondante ici, je vais revenir en arrière, elle devrait démarrer normalement. Je suis un peu embêté avec ce pointeur, je n'arrive pas à l'enlever, il faudrait que je le désactive. Voilà, tout à fait. Voilà, j'ai réussi à désactiver le pointeur, je vais pouvoir venir sur ma lésion. Voilà. Donc ici, vous avez l'échographie, on voit en distal, on voit toujours l'artère qui n'est a priori pas trop d'hématome. Puis ici, on arrive sur la zone où on a de l'hématome. Voilà, ici, on retrouve cet hématome de cette artère, donc toujours au niveau de la marginale ici. On voit un petit peu probablement de plaques athéromateuses à l'intérieur, du moins quelque chose d'isodense accroché à cette structure médiale. Toujours cet hématome, donc l'adventice, l'hématome. Et là, à cet endroit-là, je vais m'arrêter juste 2 minutes. On voit, je repasse, mon guide de la circonflexe qui vient de la circonflexe, le deuxième guide que je vois réapparaître. Donc là, je sais que je suis au niveau de la CX2, du segment 2, où je retrouve toujours cet hématome avec la média et l'adventice qui est ici. Donc, comme le disait Martine, en fait, on voit très très bien la pénétration de l'IVUS sur cette image qui nous permet d'aller voir jusqu'à l'adventice. Pourtant, elle est relativement loin par rapport à l'intérieur de la paroi. On progresse et on retrouve toujours cet hématome qui va jusqu'à la circonflexe. Simplement, je note que l'hématome paraît un peu plus grand à cet endroit-là que tout à l'heure, mais simplement, le vaisseau n'est pas comprimé pour moi. Donc, on a déjà cette image. Et je vous ai refait aussi un petit point où on voit les images reconstruites. Donc, l'image distale, on voit qu'on n'a pas d'hématome à cet endroit-là, on a les 3 couches. L'image à l'endroit que j'ai fait le cutting, où on voit ici qu'il y a probablement la média qui est ouverte. On voit probablement un petit peu de plaque d'athérome ici à cet endroit-là. L'hématome, l'adventice ici à cet endroit. Puis au-dessus, au niveau de la CX2, l'artère qui est ouverte avec la média, l'adventice qui est autour et probablement un énorme hématome tout autour, un hématome pariétal, et qui monte toujours vers la circonflexe. Donc, à ce stade-là, la patiente n'a plus mal et n'a plus de sus-décalage du segment ST. Pour moi, dans ce contexte, j'évite de mettre des stents et vu qu'elle a plus mal, on reste au traitement médical. Je ne sais pas ce que vous auriez pensé. Toi, Martine, si tu aurais… Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire que l'écho t'a permis de voir que c'était un hématome. On n'est pas sûr que l'OCT aurait permis de voir l'adventice, donc de déterminer l'importance de cet hématome. Ça, c'est le premier point. Quand tu as mis ton cutting, tu as décomprimé quand même, puisqu'on voit réapparaître en angio la CX et la partie distale de la marginale. Ça a suffi pour cette décompression, a suffi pour empêcher la douleur. J'aurais pas vu le contexte et l'importance de l'hématome. J'aurais en effet laissé comme ça. On n'a plus de retard de flux, on a plus de douleur. Donc, à mon avis, on peut la laisser au traitement médical.
Donc, c'est tout à fait ce qu'on a fait ici. Simplement, on a prévu de la surveiller par scanner pour éviter de lui refaire une coronographie, puisqu'on n'a pas envie d'injecter trop souvent dans des patients qui ont une dissection, du moins un équivalent avec un hématome de pariétal, où on a un risque quand même d'avoir des complications de réaliser une nouvelle coronographie. Donc, on a réalisé un scanner à 7 jours. La patiente est parfaitement asymptomatique. Sur cette image de gauche, on voit l'artère circonflexe, la CX2 ici, et ici cette marginale, c'est la marginale où j'ai réalisé le cutting balloon. Donc ici, au scanner, donc la résolution est beaucoup plus faible que bien sûr que l'angiographie, mais également surtout de l'IVUS et encore moins de l'OCT. Donc là, on peut encore illustrer le fait que ce qu'on voit en fonction de par quoi on voit, en fonction de quelle technique. Donc ici, ça nous semblait perméable. Voilà, ici, on peut-être quelque chose à l'ostium, mais ce n'est pas tout à fait clair. Et là, c'est l'image reconstruite vers la circonflexe, la vraie circonflexe, où on voit toujours la CX2 qui ne semble pas comprimée. L'ostium semble avoir un petit impact ici, mais comme on a un flux satisfaisant et que la patiente est asymptomatique, on part plutôt pour un contrôle scanographique à distance. On réalise également une viabilité pour montrer que la stratégie qu'on a utilisée en fait de ne pas intervenir plus parce que la patiente avait plus mal a globalement fonctionné. On voit qu'il y a tout de même une séquelle viable d'infarctus inférolatéral qui reste viable. Donc jusqu'à là, ça peut récupérer. Malheureusement, la patiente a représenté 2 jours plus tard du scanner une récidive de douleur thoracique avec montée de troponine et modification électrocardiographique qui nous a contraint de la contrôler. Et simplement, au contrôle, on retrouve cette image. Alors, simplement, cette image devait être déjà bien sûr présente au scanner, mais bien sûr, la résolution avec la superposition au niveau de la marginale ne nous avait pas permis de voir cette image. Je vais essayer de vous la repasser doucement. Donc, je vais la décrire. Ce qu'on voit quand même, c'est que l'artère circonflexe est de beaucoup plus gros calibre qu'elle n'était au départ par rapport à notre coronographie. Au passage, l'IVA proximal aussi paraît moins sténosé qu'on l'avait vu la dernière fois. Et à l'endroit du kissing, on retrouve un pseudo-anévrisme ici, qui revient sur ici, et une sténose de la marginale qui est de plus petit calibre puisqu'elle est contrainte. Donc ça, c'est une image intéressante. Donc, compte tenu que la patiente a refait des douleurs, mais également du risque de rupture en fait de ce pseudo-anévrisme, parce que c'est une paroi qui est juste limitée par l'adventice, en fait, donc qui est très faible. Nous avons bien sûr réinvestigué en échographie pour voir quelle stratégie on pouvait utiliser pour stabiliser ça. Mais à vrai dire, pour être parfaitement transparent, à cette étape-là, on était plutôt embêté par le risque de rupture ou de dilatation de ce faux anévrisme, plutôt que par le risque du syndrome coronarien. Donc, sur l'échographie que nous avons ici, donc je vous ai mis toujours l'image arrêtée. On va passer manuellement. Donc, je pars du vaisseau initial où on voit que toujours, on peut montrer également, Martine, ce que tu as parlé tout à l'heure, c'est que nous avons quelques artefacts de rotation aussi en passant. Hein. On voit qu'il y a des zones de rotation avec des artefacts ici qui sont pas réels, comme Martine, tu l'avais bien expliqué. Et on revoit que cette artère à cet endroit-là est à peu près saine. Et puis, on va aller vers cette zone progressivement où il y a le pseudo-anévrisme. Donc, je vais remonter. Donc, on voit le bout du pseudo-anévrisme, en fait, qui était l'ancien hématome pariétal qui est à ce niveau. Voilà, là, on le voit bien. Je vais m'arrêter 2 minutes. Nous avons l'adventice qui est ici, la média. Et en fait, le pseudo-anévrisme vient un peu en goutte sur la marginale. Voilà, je continue de monter. On voit toujours ce pseudo-anévrisme en rapport avec l'ancien hématome de paroi. Puis, secondairement, alors que je reviens ici, voilà. Ici, c'est l'endroit où il y a eu le cutting balloon, où on voit une rupture, la média qui est coupée et qui se libère directement, en fait, dans ce pseudo-anévrisme. Et ensuite, lorsqu'on remonte sur l'ostium, je vais remonter progressivement sur l'ostium de cette marginale. Je remonte dessus. On a une zone, voilà, toc,
faut que je retrouve mon guide sur la circonflexe. Voilà, il est déjà là, donc je suis remonté un peu trop. Tu es déjà dans la CX. Ouais, je suis déjà dans la CX. Il faut que je revienne un petit peu plus bas. Voilà. Tac, tac. Voilà. Sinon, je vais prendre mes images arrêtées. Ça sera un peu plus simple. Voilà, parce que c'est très court. Voilà, c'est ici. On a l'ostium de la marginale qui a toujours un peu d'hématome, un peu d'athérome également, mais qui est très court. Puis après, on revient dans la circonflexe assez rapidement, voilà, qui va arriver. Et on va avoir le guide qui arrive, vous voyez, ici le guide qui arrive, et on va se retrouver dans la circonflexe 2, avec toujours cet hématome, mais qui paraît globalement moins important. Je vais vous montrer des images un peu plus arrêtées. Vous voyez, cet hématome qui, pour moi, l'adventice est ici, à peu près là, voilà, l'adventice ici, et la média ici. Donc cet hématome occupe plus que cet espace. Donc on remonte progressivement, et il est toujours présent, cet hématome, mais de façon nettement moins importante. Je vais vous refaire des images arrêtées, comme d'habitude. Donc, la paroi qui est bien à cet endroit-là de vaisseau. Ici, le pseudo-anévrisme avec la média et le pseudo-anévrisme formé par l'ancien hématome de paroi. Puis, on a cette artère qui est ouverte au niveau de la média, qui se libère dans l'adventice, formant l'origine du pseudo-anévrisme. Et la CX2 qui a moins d'hématome, mais qui est toujours l'hématome qui est présent. Donc, la stratégie ici, qui était le risque de rupture, était d'implanter un stent couvert pour empêcher ce risque de rupture. Et la stratégie était de s'insérer sur l'ostium de la marginale et aller en zone saine sur la distalité de la marginale afin de limiter le risque de rupture. Alors, toute la complexité ici était de ne pas perdre avec ce stent couvert la circonflexe qui était de calibre important. Je vous la remonte avant, hein, de ne pas perdre la circonflexe de calibre important. Donc, on voulait se mettre sur cet ostium qui était très limité, hein, de l'ordre de 2 mm. L'écho avait permis de bien nous répondre en fait, sur cet ostium qui était de 2 mm de long, et d'aller sur une zone saine après ce pseudo-anévrisme sans perdre cette circonflexe. Donc, voilà ce qu'on a réalisé. Donc, on a mis un pavirus de 20 de long, 2,5 de diamètre. Et voici le résultat en géographique où on voit clairement que la circonflexe est toujours bien présente, elle n'est pas impactée. Et on arrive à exclure ce pseudo-anévrisme ici. Le contrôle échographique qu'on va réaliser est un petit peu moins bonne qualité parce que forcément le stent couvert crée un vide à l'intérieur. Donc, vous voyez, les échos ont du mal à pénétrer après le stent. Donc, on voit clairement le stent couvert ici. En tout cas, ce qu'on voit, c'est avant le stent couvert, on est en zone a priori saine. Et puis, on va aller dans ce stent couvert. Et ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr de voir la sortie du stent couvert. Ici, on va aller à la sortie du stent couvert pour voir si, par rapport à l'ostium de la circonflexe, si on n'a pas touché. Donc, vous voyez ici, je suis dans le stent couvert et ici, j'arrive sur 2 mm, puis il va arriver, excusez-moi, c'est pas facile avec ça. Voilà, je reviens, je prends la sortie du stent couvert et j'arrive dans la circonflexe à ce niveau. Voilà, donc vous voyez que ça clignote parce qu'en fait, une fois, on voit le stent couvert, une fois, on voit la CX, c'est l'avancement progressif du pullback. Voilà. Je vais vous remontrer en image arrêtée. Alors, est-ce que je les ai en image arrêtée? Non, pas là-dessus, mais simplement, l'ostium était satisfaisant. On a un contrôle scanner à 6 semaines où on voit bien sûr cette circonflexe ici, vous voyez, qui est de calibre relativement satisfaisant. Là, c'est la circonflexe qui va dans le sillon. Là, on est inversé par rapport à l'angiographie. Et cette marginale que nous avons traitée, qui a repris du calibre au passage, on voit. Et vous voyez le stent couvert qu'on a déposé ici, à l'ostium de la marginale, et jusqu'à cette marginale. Et on voit qu'il n'impacte pas du tout la circonflexe. On a pu préserver de cette zone. Donc, pour l'instant, on va surveiller la patiente, mais c'est une patiente qui est à la fois mixte, qui est spastique, qui a de l'athérome et qui a fait un hématome de paroi. Une patiente qui est une pathologie un peu mixte. Pour les messages qu'on peut retenir, on va dire, de ce cas, c'est que la résolution donc, spatiale de l'IVUS, Martine, tu l'avais souligné, est supérieure donc, à l'angiographie et nous a permis de redresser en fait, un diagnostic même à 23 heures. Voilà. Ça nous a permis de nous orienter, de nous guider. Elle a pu également guider la thérapeutique, soit en phase initiale avec le cutting balloon, ou le réaliser, à quel endroit. Et puis également guider pour
mettre le stent couvert, savoir où il fallait le mettre, jusqu'où, et quelle était l'entrée et la sortie du pseudo-anévrisme. Et elles auraient pu également nous guider si on ne voulait pas mettre un stent couvert, mais si jamais la dissection était compressive et qu'on avait réussi à décomprimer avec le kissing, mais pas suffisamment, à garder des douleurs, guider l'implantation de la stent, qui encore devrait être implantée uniquement si on n'a pas le choix. Alors, je ne sais pas si à ce stade-là, Martine, tu as des remarques ou est-ce que vous avez des remarques dans l'Assemblée? N'hésitez pas, hein, surtout à poser des questions, hein. Le but, c'est l'échange. Donc, en fait, ce qu'on note bien, c'est que la pénétration de l'IVUS a permis d'avoir des informations importantes et que aussi, quand tu as utilisé le cutting, qui est un des éléments recommandés pour essayer de décomprimer l'artère et d'éviter de stinter, eh bien, c'était difficile parce que la dame aussi avait en plus de l'athérome, ce qui n'est pas fréquent dans ce genre de pathologie. On dit toujours que les zones sont saines, mais pas du tout. Et du coup, ça t'a confirmé, ça t'a conforté en te disant c'est dur, mais parce qu'il y a de l'athérome, donc tu as continué avec le cutting et en fin de compte, on arrive avec un stent sur l'ostium, sur cette partie proximale de la marginale, sans avoir étendu l'hématome. Si on avait fait un stent normal, on aurait étendu l'hématome comme tu l'as fait lors de l'aspiration, on aurait étendu l'hématome jusqu'à l'ostium et ça aurait été beaucoup plus grave, alors que là, ça a stabilisé et ça a permis de mettre un stent à distance. Donc vraiment, je pense que sans l'imagerie endocoronaire, on n'aurait pas eu cette thérapeutique, ce traitement. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour un deuxième cas où on conclut là, ou alors je peux aller rapidement sur le deuxième cas peut-être. Alors, ce que je vais faire, c'est vous simplement un autre cas qui cette fois-ci est plus un cas programmé. Là, on était dans un cas un petit peu d'urgence où l'échographie nous a permis en fait de sortir de mauvais pas. Là, on est sur quelque chose de plus programmé où en fait on va utiliser l'écho plus pour nous guider dans une stratégie. Alors en fait, c'est un patient qui a 76 ans, un monsieur qui est un maire d'une ville moyenne, qui est très actif. Et lui aussi est fumeur, mais sevré cette fois-ci, et qui a une forte hérédité lui aussi. Et lui, il ne vient pas dans un syndrome coronarien, mais il vient dans un angor d'effort aggravatif, où simplement on réalise cette coronographie, où on retrouve des lésions de l'IVA proximale qui englobent, comme on le voit sur cette image, une diagonale et qui va, sur une image d'après, on va voir, avoir cette particularité d'avoir une IVA en fait, qui plonge dans le myocarde, dans le septum, et qui est une IVA intramyocardique, comme on le voit, puisqu'on a une compression de l'IVA par cette… voilà, je vais faire une arrêtée sur image. On voit très nettement qu'il y a l'IVA est toute raide, et surtout, on a une compression de cette IVA à chaque systole. Je reviens en arrière. Tac, voilà. Compression par chaque systole. Donc, ici, à cet endroit-là, on voit aussi que entre l'IVA et la diagonale, on n'a pas d'athérome, c'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas une superposition, c'est vraiment la sténose s'arrête ici. Donc ici, il n'y a pas de sténose entre l'IVA et la diagonale. La droite, on peut la revoir, elle n'avait rien de particulier, un peu d'athérome distal, mais elle n'avait pas de lésion particulière. Donc, à ce stade-là, pour nous, la décision, comme c'était un patient qui était en bon état général, sans comorbidité, il y avait probablement un doute sur une atteinte. Également, je vais vous remontrer un petit peu en arrière. Hop, je vais revenir là. De l'artère circonflexe à cet endroit-là, mais sans avoir de sûreté. Il n'y avait pas de moignon à cet endroit-là, très, très facile à visualiser au niveau de l'IVA. On a retenu plutôt l'indication d'un pontage. Alors, les chirurgiens étaient embêtés parce qu'en fait, vu cette IVA intramyocardique, il était difficile pour eux d'aller la chercher, donc il aurait fallu creuser dans le myocarde. Donc, ils ont préféré donc choisir le pontage de la diagonale pour que ça reprenne l'IVA, puisque ici, il n'y avait pas de gêne. Je vais vous la remontrer peut-être dans l'autre sens. Il n'y avait pas de gêne au niveau de la bifurcation IVA diagonale. Donc là, c'est un peu grossi, désolé. Et donc,
le patient est ponté, il va en réadaptation cardiovasculaire et durant la réadaptation cardiovasculaire, il récidive un angor pour lequel il est réadressé immédiatement pour coronographie. Donc, je vais vous montrer les images de la coronographie donc après le pontage. Donc là, on est à 4 semaines après le pontage. Donc, on voit toujours qu'on a une injection par le tronc commun. On a à peu près les mêmes lésions. Cette IVA est toujours intramyocardique. À noter que durant l'intervention, le chirurgien n'avait pas trouvé l'IVA puisqu'il a regardé également. Il ne l'a pas trouvé visuellement. Et là, on voit clairement qu'il y a un arrêt de flux au niveau de la diagonale. Et lorsqu'on regarde le pontage, il est assez évident et clair que le pontage est occlu au niveau de l'anastomose sur la diagonale. À cet endroit-là, vous voyez le flux qui n'avance pas. Donc, à ce stade-là, en fait, on a une discussion avec les chirurgiens. Faut-il le reprendre? Faut-il faire une angioplastie? Donc, en fait, la seule question qui nous embêtait, c'était cette circonflexe, en fait, où on ne sait pas trop ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a une sténose au niveau de la circonflexe? Et donc, en fait, le stade, c'était d'investiguer par échographie cette lésion de l'IVA pour savoir comment étaient les marges d'implantation d'un stent sur le tronc commun ou l'IVA et également l'ostium de la circonflexe pour savoir si on refaisait un pontage ou une angioplastie. Donc, voilà, nous avons réalisé donc l'échographie. Je vous remets l'image en arrêté ici. Voilà, nous avons donc réalisé l'échographie endocoronaire. Je vais reprendre progressivement. Nous sommes là actuellement dans l'IVA à cet endroit-là. Nous voyons qu'il y a, comme l'a dit Martine, les différentes couches, un peu d'athérome ici, avec probablement un peu de tonalité calcifiée, puisqu'on a un cône d'ombre derrière. Nous progressons en fait ici, où on voit cette diagonale. Donc, je remonte, toc. Voilà, cette image de diagonale, de première diagonale. Puis, nous remontons dans cet athérome complexe, probablement. Donc, nous avons l'adventice ici, et nous avons, vous voyez, la lumière qui est ici. Et là, nous avons une plaque athéromateuse complexe, hétérogène, avec des zones un peu hypodenses, des zones plus rehaussées, donc quelque chose d'un peu complexe et mixte, un peu smooth. Voilà, on voit toujours bien, vous voyez, la lumière ici, un petit peu dense. Et on va remonter, on va voir également le tronc commun. Et donc, on revient sur cet ostium de circonflexe ici, vous voyez. Voilà, l'ostium de circonflexe qui nous paraît extrêmement libre. Il y avait un guide dedans également, donc c'est pour ça qu'on voit le guide partir dans la circonflexe, donc on est bien sûr que c'est la bonne branche. Comme le disait Martine, les guides également en échographie nous permettent d'être un repère et de pouvoir être sûr qu'on soit dans la bonne artère. Donc voilà, au niveau du tronc commun, un peu de plaque athéromateuse ici. Au niveau de l'IVA distal, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de plaque athéromateuse. Au niveau de l'IVA, cette plaque smooth avec la lumière ici. L'adventice ici, cette plaque hétérogène, et l'ostium de CX parfaitement libre avec le guide qui repart. Donc là, ce qui nous a permis de nous conforter. Il y a également une reconstruction, donc de moins bonne qualité, puisque la région latérale est moins bonne. On voit le tronc commun ici. Vous avez le départ de la circonflexe à cet endroit-là. Ici, c'est probablement un artefact lié au guide. Et puis, on a l'IVA qui est ici, avec ses plaques athéromateuses. Et vous voyez que la plaque athéromateuse remonte sur le tronc commun puisque l'ostium de la circonflexe est ici. Donc, notre stratégie est plutôt d'implanter un stent dans une zone saine, c'est-à-dire dans le tronc commun, et d'aller jusqu'en distalité au niveau de l'IVA où elle est à peu près saine, en étant assez confiant sur la circonflexe, puisque nous avons un angle qui est très important entre l'IVA et la circonflexe, et un ostium qui n'est pas chargé d'athérome, et une carène, comme toujours, qui n'est pas chargée d'athérome, puisque l'athérome est toujours en face. Alors, pour illustrer ceci, on a une coupe du docteur Renu Vermani, qui est la spécialiste mondiale de l'athérome, qui montre, comme toujours, que l'athérome se développe jamais sur la carène. Donc là, vous avez le tronc commun, l'IVA, et la circonflexe ici. Et vous avez ici l'athérome qui est comme dans notre patient, en fait, qui va sur le tronc commun, qui déborde, et la carène qui est tout à fait libre. Donc vraiment, c'est vraiment une image qui est concordante. Donc voici le stent qui a été implanté sur l'IVA.
Donc, vous voyez, il couvre du tronc commun jusqu'à l'IVA au niveau de la zone saine. Et sur cette incidence, on voit clairement qu'on a ce stent qui va dans l'IVA jusqu'au tronc commun. Et maintenant, la question, c'est qu'en est-il de la circonflexe? On a toujours cette image un petit peu hétérogène et aussi de la première diagonale. Là, simplement, on a contrôlé du coup en échographie. Et on voit en échographie donc l'IVA distal, voilà, cet endroit-là. Puis on remonte progressivement, un peu d'athérome. On va voir la diagonale, la première diagonale ici. On attend le stent. Voilà le stent. On va faire un petit arrêt sur image. Donc on voit, comme on a décrit, le stent. Là, on a le stent de l'IVA, puis la diagonale qui est à ce niveau-là. On continue de remonter dans le stent. On va arriver dans l'ancienne plaque de l'IVA avec beaucoup de matériel, vous voyez, autour du stent, puisque l'adventice est à ce niveau-là. Tout ceci, c'est le matériel qu'on voyait, matériel smooth qu'on avait vu en échographie. Puis, secondairement, on remonte vers le tronc commun. Alors, la circonflexe est un petit peu difficile. Là, je redescends un tout petit peu à identifier, mais elle est ici. Je vais vous la monter sur des coupes arrêtées. Ça sera un peu plus simple. Je ne l'ai pas sur la coupe arrêtée. Il faut que je le remonte. Voilà, je vais redescendre un tout petit peu au niveau de la circonflexe. Voilà, elle est ici en fait. Voilà, elle est là. Au niveau de la circonflexe, il y avait un ostium également libre à cet endroit-là qui part par là. Donc voilà, donc simplement pour illustrer que dans ce cadre, dans ce cas-là, je vais reprendre la dernière. Voilà. Voilà, j'ai trop abusé du bouton avancé. Donc, simplement, l'échographie endocoronaire nous a permis de nous guider, en fait, vraiment dans la stratégie, hein, puisque là, on a discuté une reprise chirurgicale ou simplement une angioplastie, nous a permis vraiment de nous guider dans la stratégie. Et puis, une fois que le diagnostic lésionnel a été porté, nous a permis vraiment de confirmer ces ostiomes, voir s'ils étaient libres, notamment de la circonflexe et de la diagonale. Et ça permet d'analyser tout ce qu'on dit en angiographie, la limite qui sont les effets bandes, notamment avec les stents ou les artères principales. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette angioplastie? Ma foi, est assez commune, mais quand même qui nous permet de guider cette angioplastie. Donc, on voit bien que tous les gens autour savent bien que la choro a des limites, qu'on s'en sert tous les jours et qu'on sait les combattre, mais des fois, c'est compliqué et que dans des situations comme ça, soit elle nous montre que les ostias sont libres ou pas, soit elle nous explique la pathologie sous-jacente et nous guide dans le traitement. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va l'utiliser à 100% dans tous les cas de l'angioplastie. On n'a pas les moyens des États-Unis ou des Japonais qui le font systématiquement. Mais je pense qu'il y a des indications sans lesquelles probablement on ne fait pas tout à fait ce qu'il faut. On n'adapte pas complètement le traitement aux patients donnés. Alors, j'avais une question aussi, Martine, qui était là. Pourquoi ne pas faire un IVUS vers la CX pour en évaluer son ostium? Alors ça, c'est une bonne question. On aurait pu le faire aussi, c'est vrai. Mais en fait, on était assez confiant sur l'imagerie produite sur l'IVA au niveau de l'ostium. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller voir dans la CX, mais ça peut être une option. On le fait parfois, un guide et puis l'autre. Après, c'est comme tout. Si on peut limiter, si on a notre réponse à notre question, il n'y a pas forcément besoin d'aller reconfirmer de différentes façons. On était assez confiant sur l'ostium de la CX. C'était assez clair sur le premier run de l'IVUS. Donc, ce n'est pas la peine d'aller partout, parce qu'il y a toujours un risque potentiel de complications sur toute manipulation. En fait, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand vous avez des vaisseaux de cette taille, à la CX, là, elle faisait au moins 3-5 mm de diamètre. Quand vous faites une opacification dans le vaisseau principal, disons, de l'IVA vers le tronc, et que vous arrivez au niveau de l'ostium de la CX, s'il est normal, vous le voyez sur cette incidence-là, sur ce run-là. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la circonflexe pour analyser l'ostium. Vous le voyez très bien. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand les vaisseaux sont petits, mais sur des vaisseaux de cette taille, c'est tout à fait suffisant.
Moi, je crois qu'il va être temps de Oui, se dire au on est revoir. désolé du retard, du coup. Merci à tous. Je ne sais pas si Julie, tu voulais ajouter un petit mot ou pour Écoutez, synthétiser. merci beaucoup, professeur Gillard et professeur Didier, pour vos présentations et magnifiques cas concrets, très détaillés et instructifs, voilà, pour nos participants. J'espère qu'à travers ce webinaire, vous avez pu en apprendre davantage. En tout cas, c'est le but. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par la suite, à travers, voilà, à travers moi ou à travers d'autres personnes de l'équipe. Peut-être un dernier message avant de clôturer ce webinaire, si vous avez un dernier take-home message à diffuser pour l'IVUS. Ouais. Moi, j'aurais dit simplement, comme l'a dit Martine plusieurs fois, c'est pas parce que si vous avez une limitation géographique, que ça soit dans la journée ou dans la nuit, il faut savoir l'utiliser. Hein, notamment dans les dissections où on se pose des questions, ça rend vraiment des services. C'est pas compliqué à utiliser. Il faut savoir l'interpréter, c'est sûr. Il faut s'y être intéressé, comprendre ce qu'on voit comme image, ne pas mal interpréter aussi les images d'échographie. Ça, c'est un point important, c'est que des fois, si on interprète mal, on peut avoir de mauvaises attitudes, mais ça reste incontournable. Et le point le plus important, c'est quand même qu'on peut réaliser plusieurs acquisitions sans injecter de contraste. Ça aussi, c'est un point pour moi qui est important. Ça limite le contraste, mais aussi ça limite le risque de dissection potentielle. Voilà. Je pense que c'est très bien résumé. L'imagerie, on doit la connaître parce que l'OCT, c'est pas plus simple à analyser. Le calcaire n'a pas du tout la même. Vous avez l'habitude, en faisant des échographies transthoraciques, justement de l'échographie. L'OCT, c'est de l'infrarouge, donc les différentes images d'athérome ne se comportent pas de la même façon. Donc là aussi, il y a un lourd travail d'analyse à connaître, mais bon, quand on le connaît, il y a pas de problème. Mais dans les deux cas, enfin surtout le premier cas de Romain, là, je pense que l'OCT aurait été perdue parce qu'elle ne nous aurait pas permis de voir l'importance de l'hématome et de le voir que cet hématome se poursuit sur la circonflexe. Alors, on n'avait pas trop de temps, mais la circonflexe de Romain, là, du premier patient, de cette dame, faisait 4 mm de diamètre, plus l'hématome qui en faisait beaucoup plus. Donc, ça voulait dire que c'était tout à fait hors du champ de l'OCT. Donc, on voit bien que les deux techniques sont indispensables, mais qu'elles sont complémentaires et non pas concurrentes, comme souvent on le dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci à tous. Merci beaucoup.